Bonjour à tous et bienvenue à My Téléfoot, l'after pour la première fois de son histoire en direct de Clairefontaine, la maison des Bleus depuis, vous savez depuis quelle date mon cher Franck? Je dirais 82. Ah non, plus tard. Plus tard Charlotte? Avant. 88, voilà. 88. Philippe Tournon, le chef de presse de l'équipe de France depuis bien plus longtemps que cette date-là d'ailleurs. 300 et quelques matchs, Philippe Tournon quand même. 302 matchs, me semble-t-il. Ouais. Philippe Tournon nous souffle 1988, effectivement. Et je vous propose un retour en arrière avec nos archives. Voici les sujets qui étaient consacrés à l'époque de la construction et de l'inauguration de ce centre technique il y a près de 30 ans. Deux sujets signés Martin Zara et Jean-Michel Bello. En voiture, suivez le guide pour cette visite avec d'abord un peu de géographie. Clairefontaine, ça se trouve en forêt de Rambouillet à quelques 50 km à l'ouest de Paris. Pour le moment, le futur centre technique du foot français n'est qu'un gigantesque chantier de 56 hectares, mais le projet est ambitieux et qui dit ambitieux dit gros moyens financiers. C'est un projet qui fait quelque chose comme 130 millions TTC, toutes tâches comprises. Mais ce qu'il y a aussi, c'est le problème du fonctionnement. Le coût de fonctionnement annuel se situe aux alentours de 13 millions de francs. Mais poursuivons la visite avec les infrastructures. Voici le château, c'est-à-dire l'hôtel de l'équipe de France. Les jeunes, eux, sont un peu plus à l'écart dans des bâtiments tout neufs, également en construction, un restaurant, des bâtiments administratifs et un centre médical. Le gros œuvre est terminé, place maintenant aux finitions. 11h ce matin à Clairefontaine dans les Yvelines, Jean Fournet-Fayard, le président de la Fédération française de football, accueille le chef de l'État accompagné du Premier ministre, venu inaugurer le nouveau centre national de formation de la Fédération. Deux grands thèmes de discussion à la clé de cette inauguration, la candidature de la France à l'organisation du Mondial 98 et les inquiétudes fédérales en matière de circulation des joueurs professionnels dans l'Europe de 92. Et puis bien sûr la visite des lieux, une visite qui valait le déplacement. 55 hectares de forêt où aussi bien les stagiaires que les tricolores frappés d'état d'âme pourront allègrement évacuer leurs angoisses à la veille des rencontres internationales capitales. L'habitat, lui aussi, est irréprochable, du 4 étoiles, à la hauteur des ambitions légitimes de la fédération. Le confort absolu, de superbes chambres, télé, petits salons, etc. Ça a été refait, ouais, enfin un peu plus. Et de retour à Clairefontaine avec Philippe Tournon qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Vous êtes le chef de presse de l'équipe de France depuis février 1983 avec quelques petites interruptions, mais vous êtes de retour depuis 2010. Oui. Où étaient les Bleus avant d'atterrir à Clairefontaine en 1988, vous qui êtes la mémoire vivante de l'équipe de France? On faisait beaucoup de nos stages sur le campus HEC à Valbièvre, à Jouy-en-Josas. Et avant l'Euro 84, le camp de base était à Saint-Lambert-des-Bois, dans l'Essonne. Quels sont vos souvenirs à Clairefontaine, vous qui avez passé tant de temps? Surtout des soirées d'automne et d'hiver très fraîches et très longues. Parce que c'est un peu coupé du monde, mais c'est aussi le but de l'opération, c'est de créer un environnement propice à la concentration, dont l'inauguration en 88 par le président Mitterrand avait été assez grandiose. Quand Fernand Sastre aussi, en 84, quand on a fait l'acquisition du centre, il fallait poser une première pierre symboliquement, mais il n'y avait pas de travaux, il n'y avait rien. Alors, on s'était creusé la tête, qu'est-ce qu'on va faire pour marquer? Et donc, le président Sastre, en face de la résidence, avait planté un arbre. Donc, c'est le chêne du président. C'était la première pierre, c'était le chêne de Fernand Sastre, planté en 84. Il y a eu 4 ans de travaux jusqu'à l'inauguration en 88. Franck, on s'en souvient de sa première à Clairefontaine? Vous, c'était en oui. quelle année? C'était fin 93, je crois, ouais, fin 93. Et oui, c'est impressionnant parce qu'on rentre dans l'antre vraiment de l'équipe de France et on est un gamin. On a vu ça, on a vu les images de nos idoles. Enfin, c'était 88, mais c'était des joueurs qu'on aimait, Cantona, Papin, tous ces gens-là qui arrivaient. On regardait tout ça comme un gosse et on ne pensait jamais y être. Mais voilà, moi je suis rentré et j'ai connu des débuts un peu mouvementés. Mais Philippe m'a bien recadré parce que j'étais un peu décrié quand je suis arrivé. Il s'y foulait, il n'avait rien
rien à foutre là. Donc Philippe vient me voir, il dit alors lui, tu fais attention, lui, tu réponds, ça va, t'es tranquille. Voilà. Qui était le plus réfractaire à venir aux conférences de presse de nos chers 98? Ah oui, mais attends, ça n'a rien à voir. Là, tu as l'info en continu, tu as l'Internet, tu as les réseaux sociaux. On a changé de planète 3 fois. Il y a eu avant 98, et puis il y a eu après l'arrivée de l'info en continu, des réseaux sociaux, d'Internet, AG continu. La pression médiatique est permanente. Le jour, la nuit, tu as des caméras autour de... Oui, mais en 98, qui c'est qui voulait pas aller à une conférence de presse le plus? Qui c'est qui a embêté le plus? Vas-y, tu peux dire, il y a prescription. Non, je retrouvais mes notes de 98 et je suis sidéré quand je vois le nombre de conférences de presse qu'il y avait. Ah oui, Aimé Jacquet presque tous les jours, 5 ou 6 joueurs tous les jours. Le lendemain de la finale France-Croatie, on avait faut fait un nous en point donner presse plus, qui avait Philippe, duré. maintenant, alors, qui avait- aujourd'hui. Mais c'est le nombre des médias qui fait problème. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Franck sur la magie de Clairefontaine. Dans notre club France 98, il y a un garçon qui a pris un peu de recul pour des raisons certainement respectables, c'est Manu Petit. Et avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il est revenu avec une chaîne de télévision faire un reportage à Clairefontaine. Et à un moment donné, le reportage s'est interrompu, Manu pleurait. Se retrouver dans ce grand salon où il avait vécu tant de choses avec ses camarades, dont Franck, et ben là aussi, comme Dimitri, l'émotion l'a submergé. Donc il a beau dire c'est plus mon truc, je prends de la distance, ben, l'émotion. Oui, il a est même toujours un là. maillot dans le musée et tout ça. Ah ben, mais, bien sûr. Ben. Mais moi aussi, je suis retourné mais individuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu la petite larme parce qu'il y a énormément de choses. On a vécu un moment très fort dans la douleur aussi parce qu'il y a énormément de pression et on était content d'être entre nous là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se retrouve dans les salles, la salle de réunion avant les matchs et on revoit ça. La feuille qui est toujours là du 12 juillet. D'Henri-Émile, ouais. D'Henri-Émile, le 12 juillet 98. Ça vous ramène 18 ans en arrière. Alors, moi, c'était il y a un an que je suis revenu. Et c'est très très fort, ça vous prend au cœur et oui, il y a une larme. Parce que, On la voit d'ailleurs. Voilà, Regardez, elle est dans le c'était musée. ça. Et ça, quand Le je revois ça... paperboard, c'est le jour J de la finale, ça? Ouais. Et franchement, je m'y revois, quoi. Je me revois arriver au petit déjeuner, voir ça. J'étais avec Zizou, la plupart du temps, il n'y avait que Zizou et Et le moi au petit déjeuner. petit réveil musculaire sur le terrain Ouais. Platini, là, Ouais, qui ouais. n'avait jamais eu lieu. Ce jour-là, Aimé Jacquet Et il l'a décide, fait. allez, Ouais. C'est ce moment-là, cette fameuse scène Oui, des avec- yeux dans les bleus, Oui. où Oui, on vous voit discuter pour De savoir Ronaldo. comment on va prendre Il a dit, Ronaldo. Ouais. C'est un moment. Alors c'est un moment de relaxation ce moment-là, mais c'est un moment très difficile. Moi, pendant 3 jours, je vis des moments très forts et très difficiles. Et moi, j'ai toujours dit que le 12 juillet 98, c'est la pire journée de ma vie et la plus belle soirée de ma vie. Mais on a Il y avait une eu pression la petite énorme. polémique, comme quoi vous preniez la place quelque part de Laurent Blanc. C'est Non, ça qui c'est qui plus- fait que vous Non, l'aviez mal c'était vécu? une petite maladresse d'expression, mais Laurent Ouais. Franck était tellement à sa joie de disputer cette finale. Il a eu 2 ou 3 mots un peu maladroits qu'on fait croire qu'il était content d'être là, tant pis pour C'est-à-dire Lolo. qu'au bout d'une C'était heure, pas du tout ça. où je parle de l'injustice de la suspension de Laurent Blanc, à un moment donné, je dis bon écoutez, ça suffit maintenant, je vais vous dire que je suis très content de jouer cette finale Coupe du Monde. qui est Ce qui me logique. paraît simplement logique, mais qui ne devait pas être dit parce qu'il fallait être plus politiquement correct, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors on va voir comment le château de Clairefontaine a évolué, du moins le centre technique a évolué, car cette année a été inauguré le nouveau bâtiment administratif dans lequel nous nous trouvons actuellement. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui Clairefontaine, sujet du mois d'avril, signé Jean-Marie Bagayoko. Un coup de ciseau, quelques applaudissements, et voici le nouvel écrin du football français, enfin dévoilé. Pour le découvrir, mieux vaut prendre un peu de hauteur. Sur 4 étages, ce bâtiment ultra-moderne de 5200 mètres carrés sera dédié aux conférences et à la formation. C'est un lieu de vie important. C'est pas seulement l'image médiatique de l'équipe de France que vous connaissez tous, qui attire Clairefontaine, mais c'est un lieu de travail énorme pour le football français. Comme Clairefontaine va être notre camp de base, on a vraiment un outil de travail top niveau et des conditions maximales pour se préparer du mieux possible. Depuis 30 ans, le domaine de Clairefontaine abrite l'élite du football français. 56 hectares en plein cœur de la forêt de Rambouillet, 9 terrains de football et un château. Aujourd'hui, Didier Deschamps a visité le tout nouveau musée des Bleus. Il rêve d'y voir un jour le trophée de l'Euro 2016. Et c'est dans ce bâtiment qu'a été installé le musée du football français. On va voir quelques images qu'on a pu tourner ce matin. Voilà, on entre, on est là, une petite souris dans ce musée. La Coupe du Monde est donc ici, à Clairefontaine. Wow. Ce fameux paperboard dont on a parlé, le programme des Bleus le 12 juillet.
L'Euro 84, le l'Euro maillot de 84, Papin. championnat d'Europe des nations. De l'équipe de France de 1904 à nos jours, garçons et filles ont une trace dans ce musée. Ça, c'est Patrick Vieira, je crois que Djibril de l'Euro Cissé. 2000. Beaucoup de Deschamps. Ouais. Pareil que c'est vous qui l'avez sauvé, ce paperboard, cette feuille de paperboard. Je dis Philippe. souvent que je ne suis pas collectionneur, mais j'ai cette petite manie de ne rien jeter. Et donc, j'avais accumulé beaucoup de choses dans les feuilles de paperboard. Et 10 ans après, quand on a été en perspective de commémorer le 10e anniversaire de la victoire, au cours d'un dîner, Aimé Jacquet et Henri-Émile me disent avec tout ce que tu as gardé, tu vas peut-être pouvoir nous faire une petite expo, etc. Donc, ça m'a donné une idée. Donc, j'ai 650 ou 700 pièces, dont un bon tiers d'exclusives et originales. Et j'ai fait l'exposition. J'étais en fausse retraite à l'époque. Donc, j'ai fait une exposition que j'ai fait tourner à Lyon, à Saint-Étienne, à Nantes, à Strasbourg, etc. Et quand l'heure est venue, j'ai bataillé auprès des différents présidents de la fédération pour qu'on ait un lieu de mémoire qui existait déjà à Saint-Étienne, qui existe dans beaucoup de pays, mais la France n'avait rien. Ouais. Et Jean-Pierre Escalette m'a dit travaille dessus. Et quand Noël Le Graët a été élu, il m'a dit on va faire quelque chose. Et voilà, c'est ça. Si tu veux, moi j'ai encore les chaussures de la finale de la Coupe du Monde avec la pelouse du Stade de France encore accrochée. c'est une belle pièce, Ça y est, c'est vendu. Je les ai toujours, sont dans une petite boîte, je ne les ai jamais touchées et là, séché, mais Ça toujours serait beau de les collé. donner au musée de Clairefontaine, Mais avec Franck. grand plaisir. Eh ben, C'est voilà, Avec ça, c'est voilà. une excellente nouvelle. Grâce à My Téléfoot Laughter, vous venez de Ah oui. récupérer une superbe pièce. Le soleil revient sur Clairefontaine grâce à Mike Téléfoot. Voilà. Charlotte, vous me disiez ce matin, on est venu ensemble à Clairefontaine. C'était la toute première fois que vous veniez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce musée, de ce lieu plein d'émotions? J'avais 12 ans, moi, en 98. Donc, j'avais défilé sur les champs aussi. J'étais venue vous voir le bus. Je fais partie de cette génération qui a 30 ans et qui a déjà vécu la Coupe du Monde. Donc, c'est très impressionnant pour moi de venir. Les yeux dans les bleus, évidemment. Et puis, les émotions, pareil, on les a vécues. J'étais sur les champs le soir de la finale. Donc, c'est très impressionnant de venir là, de voir le musée, la Coupe du Monde. Même si ça a changé, c'est toujours la même émotion. C'est difficile pour les joueurs, là, à l'heure actuelle, de se rendre compte de ce qu'ils sont en train de vivre, surtout s'ils sont amenés à gagner. On s'en rend compte après, sans doute, quand on a arrêté sa carrière, que ce qu'on a fait est énorme. Moi, je vis ça au quotidien, 18 ans après la victoire en France de 98, où tous les jours, et je peux être dans n'importe quel coin du monde, on m'en parle. Et on tombe toujours sur des Français un peu partout, mais même des gens qui ont vécu ça. Et la plupart des Français, ou même 99% des Français, nous disent merci. Ils nous disent même pas bravo, félicitations, non, c'est merci. C'est parce qu'on a communié complètement avec ce public et on a vécu quelque chose de fort. On n'a pas changé la face de la France, mais les gens étaient fiers d'être Français. Ils ont passé un super été, ils se sont bien amusés et ça reste dans les mémoires. Tout le monde se rappelle où il était ce soir-là, même s'il n'aimait pas le football, où il était le 12 juillet 98. Tout comme c'est intéressant de le raconter à des enfants de 15 ans maintenant, une jeune génération Mais qui l'a pas vécu. combien ont vu le match? Combien ont vu le match? Parce que les parents disent regarde, Bien sûr, ça bien c'était sûr. l'équipe. On les cassettes, les Ouais. CD, Bien et le gamin... C'est une des rares VHS que j'ai conservées. J'ai plus de magnétoscope, mais j'ai toujours la VHS. Les enfants le regardent. En tout cas, vous me faites la transition. On passe à notre rubrique fiction et si. Omar Benjador s'est demandé ce qui se passerait si les Bleus actuels s'inspiraient de leurs aînés. Et si les Bleus s'inspiraient de leurs aînés? Mais tu es mon fuyot. Je t'aime. Je suis fier de ton réussissement. Si les Bleus s'inspiraient de leurs aînés, ils commenceraient par tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Les joueurs de Didier Deschamps commenceraient donc par descendre du bus. Ou tu sors ou je te sors, mais pour la prendre une décision. Vas-y, tiens. Ou tu sors ou je te sors. À l'image de la génération de 1998, les joueurs de Didier Deschamps seraient à l'écoute de leur sélectionneur. Le message du coach deviendrait alors on ne peut plus clair et les consignes seraient appliquées à la lettre. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Oh putain, non. L'équipe de France susciterait un engouement populaire inédit, des performances qui déchaîneraient les foules pour des supporters, eux, toujours plus enthousiastes. Je vous demande de vous arrêter. Comme son prédécesseur de 1998, François Hollande surferait sur la côte d'amour des joueurs tricolores pour rompre avec la morosité quotidienne. Le président enchaînerait les plateaux télé pour remonter dans les sondages.
qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si les Bleus s'inspiraient des générations précédentes, ils respecteraient la tradition qui veut que lorsque la France joue à domicile, elle remporte la compétition. De retour sur le plateau de My Téléfoot, l'after à Clairefontaine. Comme c'est l'Euro, comme on est avec les Bleus, on a pas mal d'objets à vous présenter. Des t-shirts de la Fédération française de football, avec à l'effigie des différents joueurs de l'équipe de France. Vous voyez Blaise Matuidi, Franck Leboeuf, Paul Pogba, Antoine Griezmann dans les mains. Et là, ils n'ont pas fini mon prénom. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fini mon prénom. C'était Fra. Ah, c'est pas mon prénom, c'était France. Mince. Voilà, il y a plein de produits. Si vous les trouvez dans les boutiques officielles, voilà, des casquettes, des mugs. Là, il y a même le trophée de l'Euro, voilà, en presse-papier, si vous voulez. Des t-shirts. Bref. Bravo. Super Victor aussi, magnifique donc, Super Victor pour vos enfants. J'ai même un slip, j'ai le slip officiel de l'Euro. Et Philippe, je me sens obligé de vous l'offrir. Mon cher Philippe, vous serez magnifique. Avec il n'a pas été porté, ça va. Ça peut le faire. Et j'en profite également pour vous présenter le numéro spécial de Forfortou, le guide spécial de l'Euro. Il est très bien fait. On va terminer avec les buzz de la semaine. Charlotte, on débute par la fête à La Réunion. C'est le thème de la semaine. C'est Guillaume Haro qui a lancé les festivités. Forcément, à l'île de La Réunion, on va le voir, il a organisé un grand concert pour plus de 2000 personnes avec la présence de célébrités. C'est Bob Sinclair qui a fait le DJ cette soirée et il nous a confié ses impressions avant le match d'ouverture des Bleus. On l'écoute, Guillaume. On va commencer à mettre un petit peu le feu et voilà, bienvenue à La Réunion. Et là, elle est pas là. Voilà, ça c'est la famille ça. Donc je sais pas comment on va finir parce que là c'est parti pour pas finir. Super soirée en tout cas. Le nœud pape blanc. Une belle image. Il a bien senti. Oui, il a bien senti. Oui. Une belle image des Gallois. Allez, on a vu des images dramatiques ces derniers jours. On va en voir une belle. Ce sont les supporters gallois qui ont célébré le mariage d'un jeune couple bordelais dans les rues de Bordeaux en les applaudissant et en les félicitant à la sortie de la mairie. Je crois que c'est cette image-là qu'il faut qu'on garde, messieurs. Oui, on est bien d'accord. Absolument. Que les images désastreuses qu'on a pu voir à Marseille, effectivement. Il y a aussi un bon esprit de camaraderie. On doit en parler de ces images, bien sûr. Ça fait l'actualité et ça dénonce certaines choses. Mais retenons que hier soir, sur les, je sais pas, 20 000, 25 000, peut-être 30 000 supporters anglais, ce sont 300 abrutis qui montrent une mauvaise image de l'Angleterre. Ouais, il y avait de très bons supporters, oui, de l'Angleterre. Non, mais c'était extraordinaire. L'ambiance, c'était la plus belle ambiance qu'on ait eue depuis le début du championnat d'Europe hier au Stade Vélodrome. Les talents cachés de David Alaba. Oui, alors talent caché ou pas d'ailleurs. Vous allez le voir, il a tenté de dessiner. Alors essayez de deviner si je vous le montre comme ça. Vous n'allez pas y arriver, vous pensez que c'est un rêve. Eh bien non, c'est la Tour Eiffel qu'on lui a fait dessiner dans une télé autrichienne. Elle est un peu écrasée, le pauvre David qui n'a pas de talent, mais par contre, lui, il va falloir qu'il le prouve. Ce sera mardi prochain, l'Autriche affronte la Hongrie. Vous y croyez, David Alaba, avec l'Autriche ? Je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours. Je ne les vois pas franchement aller loin. C'est un peu la star. Oui, non, mais c'est un très très bon joueur. Il a fait un match pas très bon le dernier match. Ouais. Mais c'est vrai qu'il reste quelqu'un qui a une bonne expérience jouant au Bayern de Munich. Je pense qu'il peut aider ses coéquipiers. Mais l'Autriche, en elle-même, n'a pas forcément beaucoup de chances de gagner le championnat. C'est pas votre équipe surprise. Non, la Pologne sera mon équipe surprise. Avec Robert Lewandowski, un autre Bavarois. On termine vos buzz avec les Bleus ? Bah oui, quand même. On est à Clairefontaine. Alors autant montrer ce qui s'est passé à l'entraînement jeudi. C'est un taureau géant des Bleus. Regardez au milieu du cercle, on trouve Giroud, Sagna et Mandanda. On les voit très mal ici, mais ils sont au milieu. Score final, 20 passes réussies entre les coéquipiers. Et résultat, une très belle série de pompes pour les 3 chasseurs de ballon. C'est l'objectif, arriver à 20. Exactement. Et si tu prends un petit pompe, ils y sont arrivés. Tu prends 10 passes si tu prends un petit pompe. Après, c'est ça. Ils ont fait une belle série de pompes au milieu. Et après, les petits trucs dans les oreilles. C'est ce que je veux dire, il y a des gages, des petites pichenets dans les oreilles comme de Tibéri. Ça, c'est non, plus. Ça, c'est plus. Il manque ça, il manque la grinta. Ça manque un petit peu, ouais. Nous, ça frappe. Non, je rigole. Allez, avant de conclure cette émission, juste un dernier reportage. Le week-end dernier s'est déroulé le Marrakech du rire avec Jamel Debbouze. L'occasion pour les humoristes d'affronter des footballeurs à la retraite ou en activité. Le tout, bien sûr, dans la bonne humeur. Sébastien Bargnot et Omar Benjador. Pour la 6e édition du Marrakech du Rire, Jamel Debbouze avait réuni de nombreux artistes, mais également des stars du ballon rond. L'occasion donc de disputer un match amical au Grand Stade de Marrakech. Instauré en 2012, le Charity Football Game reverse l'ensemble des bénéfices à des associations marocaines d'aide à l'enfance.
Aujourd'hui, on a l'opportunité de mettre au service notre notoriété pour une association, remplir un stade, donner du kiff, en prendre. Enfin, tout ce qu'on aime faire, quoi. Se sentir utile et prendre du plaisir. C'est pas interdit. Hein. Sur le terrain, c'est Djamel qui assure le spectacle, même si l'arbitrage laisse à désirer. Il a marqué 4 buts hors jeu, mais rien partout. Il n'a pas intégré le hors-jeu, donc du coup ça devient compliqué de jouer, mais il a raté quelque chose. Si on l'avait expliqué avant, je pense que ça aurait été un très grand joueur. Score de parité à la mi-temps, un résultat qui ne satisfait pas l'humoriste, qui décide de prendre les choses en main. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a jamais eu un seul hors-jeu. Là, on parle dans le vestiaire. Ah, c'est pas on m'avait dit que tu devais recevoir l'oseille, tu l'as reçu. Oui, j'ai reçu. Sonny Anderson, Serge Aurier, Jérémy Ménez, Mehdi Benassia ou encore Wissam Ben Yedder avaient répondu présents. Des professionnels qui n'ont pas hésité à donner leur avis sur le niveau de Djamel, à l'image d'un Rio Mavuba, tout sourire. Je pense qu'il aurait pu jouer district. Si les frasques de l'humoriste ont fait rire tout le monde, l'important était avant tout de partager un moment avec les plus jeunes. À quelques jours du début de l'Euro, le comédien s'est laissé aller au jeu des pronostics avec humour. Normalement, la finale, c'est Allemagne-France. Et on va se venger de la Coupe du Monde, normalement. Ben voilà, Allemagne-France avec la France qui gagne. 3-0 3-0 et 2 buts de Ben Arfa. Amitié, générosité et solidarité étaient les maîtres mots d'un festival qui reviendra en juin 2017 pour la 7e année consécutive. Et un grand merci à Djamel Debbouze. Charlotte, on avait lancé un sondage sur le prochain match des Bleus. Qui gagnera entre la France et l'Albanie? C'est la France qui l'emporte dans le sondage à 93%. C'est bien. Les Français sont confiants. Quand même. Un peu plus confiants. Philippe, vous êtes confiant, vous qui avez vu tant de générations, comment vous le sentez ce groupe? C'est un groupe sain, c'est un groupe ambitieux qui partage une même volonté de faire un très bel Euro. Donc on sait que c'est toujours un peu aléatoire, mais grosse confiance nous habite. Un grand merci de nous avoir accueillis à Clairefontaine, Philippe. Merci Franck d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Charlotte. Merci, on se quitte avec le clip officieux de l'Euro qui a fait le buzz cette semaine. Il est signé l'Hollywood, un clip parodique sur l'air de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Salut à tous. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui on est le 10 juin et l'Euro c'est parti. Je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire c'est qu'un match ça va, mais remballe ton sourire car l'Euro dure un mois. On va plus sortir, je préfère te prévenir. Et comme ça se passe en France, je raterai pas un match. Si tu veux des vacances, t'auras qu'à lire Paris Match pour te divertir. Ne me prends pas la tête quand je serai devant les Bleus. Regarde sur internet les règles du hors-jeu. Pour pas que je soupire, je préfère te prévenir. La télé sera à moi jusqu'à 3h du mat. Tes ch'tis à Pattaya, tu les materas sur iPad. Sans trop m'envahir, je préfère te prévenir. Je materai toutes les rediffs 100 fois les ralentis. Je deviendrai agressif, surtout contre l'Italie, si on se fait sortir. Et évite de me dire c'est pas grave, c'est que du foot, où je te ferai dormir sur une aire d'autoroute. Ça te fera réfléchir, je préfère te prévenir. Je vais te faire vivre un enfer. Au moindre sprint de match, lui dit tu devrais aller chez ta mère toutes les nuits et l'après-midi aussi.